Morning, bonjour, bienvenue dans ce Cosmic Live du 25 juillet 2025. Comme d'hab, j'ai canalisé par écrit et puis je tirerai quelques petites cartes après. Prenez ce qui résonne, j'ai pas la vérité absolue, donc si ça vous parle, c'est cool, si ça vous parle pas, vous laissez de côté, ça vous parlera peut-être plus tard ou pas du tout, et c'est ok. Le premier point, c'est que ça fait suite un peu à ce que je disais la semaine dernière et puis dans les semaines précédentes, où on pouvait avoir une petite peine, une espèce de petit résidu, un peu quelque chose dont on n'arrivait pas forcément à se détacher. Et bien là, sur cette semaine, il y a vraiment un détachement, une forme de lâcher prise. C'est un peu comme si on était davantage en observation. Alors ça peut être par rapport à quelque chose ou quelqu'un, une situation, un truc... pas forcément un truc qui nous prenait la tête avant, dans le sens, comment dire, pas forcément prise de tête dans le sens énervement, rumination, etc., etc., mais plus quelque chose auquel on pensait beaucoup. Et en gros, là, ce que j'ai noté, c'est advienne que pourra, c'est-à-dire, et c'est ça l'énergie du détachement, c'est en gros... so be it, quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que... Alors soit c'est quelque chose, soit c'est en lien avec une relation, mais en tout cas, on n'a pas de prise, en fait. On n'a pas plus de prise là-dessus. Et donc l'idée, c'est vraiment de laisser faire la vie, de laisser venir ce qui doit venir. Et en fait, c'est important d'en prendre conscience parce que ce détachement, il est signe d'une libération mentale, c'est-à-dire justement, on arrête d'avoir le cerveau encombré par ça, même si j'ai pas la sensation que c'était... comment dire, ouais, qu'il y avait des ruminations dans le sens de l'énervement, où on veut absolument que justice soit rendue, etc., etc. On n'est pas dans ces trucs-là. On est plus dans quelque chose où on espère, on projette, on pense, et donc du coup ça tourne un petit peu comme ça en boucle, mais c'est pas, pour moi, c'est pas des pensées qui, voilà, ni qui génèrent de la colère, ni qui génèrent une espèce de... j'allais dire de désespérance, mais de désespoir. C'est plus quelque chose, voilà, on y pense beaucoup, du coup ça prend beaucoup de place, mais c'est pas forcément, comment dire, ça ne nous impacte pas forcément négativement, si ce n'est cette place mentale. Donc il y a une libération qui se fait à ce niveau-là, et il y a aussi en parallèle une libération émotionnelle. Et pourquoi comment dire, ça peut paraître un peu Captain Obvious, mais pourquoi je le dis, pourquoi on me le précise, parce qu'en fait c'est important qu'on s'observe aussi dans ce processus de lâcher prise et de détachement, parce qu'en fait ça nous permet de voir que on arrête de vouloir tout contrôler. Et donc, si j'arrête de vouloir tout contrôler, ça veut dire que j'arrête d'avoir peur, ou en tout cas, je peux avoir peur, mais j'arrête de vouloir contrôler cette peur. Et donc ça, c'est comment dire, c'est important d'en prendre conscience, parce que parfois, même souvent, on vit les processus en fait, et on se rend pas compte qu'on a avancé, on se rend pas compte qu'on a progressé, qu'on a évolué, et donc du coup on oublie de se féliciter un petit peu sur ces trucs-là. Et comment dire, c'est important de le notifier, de s'en rendre compte pour pouvoir aussi, je vais y arriver, hein, pour pouvoir aussi, en gros, remplir notre réservoir d'estime de nous-mêmes, c'est ça. C'est-à-dire que si, en fait, voilà, je ne prends pas juste 1 minute ou 2 minutes pour voir, ah ben oui, là, je sens que je suis plus détachée, j'y pense moins, et puis, ben, advienne que pourra. Du coup, je ne prends pas le temps de voir que j'ai évolué et que j'ai grandi. Et donc, en gros, c'est un peu comme si, pour avoir une image plus simple, désolé, c'est un peu décousu, j'essaye de rassembler les moutons. C'est un peu comme si, en gros, on était au collège, voilà, on a eu le brevet, et en fait, tant que je ne me rends pas compte, tant qu'on ne me dit pas que j'ai le brevet, je ne peux pas passer en fait au lycée. Alors que j'ai le niveau, mais moi je vais rester bloquée au collège. Je sais pas si c'est plus clair, mais c'est ça, l'idée. Donc voilà, ça nous montre qu'on arrête de vouloir contrôler. Et donc si j'arrête de vouloir contrôler, ça ne veut pas forcément dire que j'ai plus du tout peur, hein. Mais c'est juste que, ok, j'ai peur, mais advienne que pourra, je ferai face en fait.
Et c'est ça qui est important de s'auto-notifier. Je vais y arriver, c'est un peu laborieux aujourd'hui. Au niveau pro, pour certains, il peut y avoir des frustrations, des déceptions, des imprévus, des trucs qui prennent un peu plus de temps que ce qu'on voudrait. Deux possibilités. Soit ça traîne la guiche ou ça ne se fait pas parce qu'il y a mieux qui va arriver juste derrière. Ça va pas être, voilà, on va pas attendre 6 mois pour avoir un nouveau truc qui claque. Pour moi, c'est c'est assez immédiat dans le non, t'as pas ça, mais parce que tiens, ça c'est encore mieux. Donc ça c'est la première interprétation. La seconde c'est ça traîne la guiche et où c'est pas très très fluide pour qu'on se pose la question de ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? C'est-à-dire ce truc que j'attends et auquel je m'accroche, est-ce que c'est vraiment ça que je veux précisément? Si oui, pourquoi est-ce que je veux vraiment ce truc-là? Et à ce moment-là, se poser la question de ok, comment je peux faire pour l'avoir? Et là, il y a aussi deux situations possibles. C'est que si ça ne dépend que de moi, eh ben, je vais pouvoir poser des actions ou en tout cas, établir une espèce de plan. En gros, si ça dépend que de moi, eh ben, il ne tient qu'à moi de mettre des choses en place. Si je ne suis pas seule décisionnaire, s'il y a d'autres personnes impliquées, si je dépends d'un manager, d'un boss, d'un cabinet de recrutement, etc., alors à ce moment-là, ça nous renvoie au premier point de lâcher prise, en fait. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se ravager le cerveau si la balle est dans l'autre camp, en fait. On se ravagera le cerveau quand la balle reviendra dans notre camp et qu'à ce moment-là, il y aura des décisions à prendre, etc., etc. Mais tant que la balle n'est pas revenue dans mon camp, ça ne sert à rien de se manger le cerveau, en fait. Si ce n'est nous grignoter la confiance en soi, nous grignoter l'estime de soi, et c'est pas le projet, en fait. Troisième point, un peu en lien avec le premier d'ailleurs, maintenant que je relis, il y a une prise de conscience chez certains de schémas. Alors de schémas, je dirais pour beaucoup c'est quand même des schémas plutôt relationnels, donc dans des dynamiques de relations, mais ça peut être aussi des schémas par rapport au taf ou à un fonctionnement avec soi-même, des schémas de pensée, un fonctionnement de pensée, mais j'ai l'impression que pour la majorité, c'est quand même plutôt des schémas relationnels. Je vais y arriver. Et donc, prise de conscience de schémas répétitifs, souvent. On ne sait pas forcément quoi en faire, on ne sait pas forcément comment en sortir, mais encore une fois, l'important, là, c'est de notifier le fait que, je vois qu'il y a un truc, ça y est, je commence à voir la petite roue dans laquelle je suis en train de tourner. Et en fait, l'idée n'est pas de se décourager et de se dire « putain, j'y suis coincée toute ma vie ». Non, le simple fait de déjà la voir, c'est ça qui va permettre d'en sortir. Comment ? Pour l'instant, on s'en tape, on verra plus tard. Et c'est voilà, le fait de prendre conscience de « ah là, je vois qu'il y a un truc qui se répète, là, je vois que je suis en train de faire la même chose, là, je vois que je suis en train de réagir de la même façon qu'avec nanani, nanana, que dans telle autre situation ». Ça va déjà, c'est un peu comme si ça nous donnait déjà un petit peu d'espoir sur le fait que « ah ok, c'est bon, j'ai mis un pied vers la sortie et donc je vais pouvoir sortir de ce truc-là ». Comment je vais en sortir, j'en sais rien. Combien de temps ça va me prendre, j'en sais rien. Mais on s'en tape, on a déjà fait le premier pas qui nous met en dehors de ce truc qui tournait en rond. Quatrième point, il peut y avoir dans vos vies une nouvelle personne, un nouveau lieu, une nouvelle opportunité, un nouveau job, une nouvelle activité, de nouvelles envies, de nouvelles habitudes, quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine sur lequel ça porte, en tout cas quelque chose de nouveau, qui forcément, quelque chose de nouveau qui doit quand même susciter une petite excitation, un petit truc de, une forme de curiosité, comme quand on commence quelque chose de nouveau, mais qui nous fait plaisir, a priori. Donc voilà, il doit y avoir un truc un peu... ça me fait l'effet de
Alors je sais pas si tout le monde aura la ref, mais à mon époque, il y avait des petits trucs, des petits bonbons, c'était des petits, comment dire, ça faisait comme des espèces de petits grains comme ça, qu'on se mettait dans la bouche et ça popait dans la bouche. Et ben en fait, ça me fait cet effet-là. Donc c'est une nouveauté qui doit être quand même un peu... qui doit être un peu excitante quand même si on n'est pas là à se faire des plans sur la comète, mais il doit y avoir ce petit crépitement quand même de la nouveauté. Et donc là, c'est pareil. C'est pareil que ce truc d'observation du début, c'est-à-dire qu'il y a cette nouveauté, mais on ne se jette pas à donf dessus. Et donc s'il y a des nouvelles personnes dans vos vies et que vous êtes à donf dessus, ça ne vous concerne pas. C'est vraiment un truc plutôt voilà, de la nouveauté, mais qu'on va observer un peu quand, je sais pas, ça me fait l'effet... ça me fait l'effet de, j'en sais rien, on se balade dans la forêt, dans la nature, et on aperçoit un animal, un oiseau, une bestiole qu'on n'a jamais vu ou qu'on a rarement vu. Et donc du coup, il y a à la fois cette excitation de « je vois ce truc-là », et en même temps le « il faut pas trop que je m'emballe, sinon il va se barrer ». Voilà, c'est pour ça que oui, il y a une excitation, il y a quelque chose qui... on a envie d'en savoir plus, mais en même temps, il y a cette espèce de recul qui n'est pas de la fuite, hein, qui est vraiment plus ce truc, c'est exactement la situation de, voilà, je suis dans la forêt, je vois une bestiole et je suis trop contente, et en même temps, je m'emballe pas trop, sinon elle va se barrer. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Ça montre aussi qu'on a lâché quelque chose, c'est-à-dire si la nouveauté s'invite dans ma vie, et ça, j'en ai parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, je crois, je vous parlais du fait de faire du vide, de débarrasser et vraiment de faire du vide et de ne pas se jeter justement sur remplir, et de simplement avoir fait du vide, et ben donc la vie se charge de remplir avec de la nouveauté. Donc ça montre qu'on a lâché des trucs, ça montre aussi qu'on a accepté la transition. Certains d'entre vous pouvaient être un peu... vous avez pu être un peu mi-figue, mi-pastèque ces dernières semaines parce que justement en transition. Donc je sais ce que je lâche, je sais pas trop ce qui arrive. Forcément, ça génère voilà, un peu des peurs, des angoisses, des questions. Et là, en fait, ça va vous permettre aussi, et encore une fois, c'est important de s'observer. Et on n'est pas en mode je m'observe le nombril, je me compte les cheveux, etc. C'est plus, c'est important de s'observer pour pouvoir s'auto-mettre à jour. J'essaye vraiment d'être claire, hein, promis. Mais c'est un peu comme si, et l'image qui me vient des os, mais c'est l'image des Pokémon, c'est un peu comme si... donc on est Salamèche, on va prendre Salamèche parce que tout le monde voit à peu près ce que c'est, donc l'espèce de petit dinosaure là, tout mims. Le fait de s'observer, ça permet de voir que, ok, maintenant je suis plus Salamèche, je suis Dracofeu. Mon Dieu, les métaphores toutes pétées. Mais donc, si je suis Dracofeu et que moi j'ai pas conscience de ça, je vais continuer à jouer dans la cour des petits en fait. Et je vais utiliser que 75%, enfin même pas 75%, je vais utiliser que 25% de mes capacités de Dracofeu. Donc en fait c'est complètement con. C'est pour ça que c'est important de s'observer pour voir les différentes étapes qu'on passe, pour voir que nos réactions se modifient, pour voir que nos peurs aussi se modifient. Parce qu'en gros, sinon c'est, je sais pas, j'ai vraiment des métaphores pétées sur métaphores pétées, je suis désolée, mais c'est un peu comme si on avait peur du noir et en fait on regarde sous le lit, on voit qu'il n'y a rien, mais en fait on l'oublie et donc on continue de flipper du noir. En fait, non. Et donc, ça va modifier profondément notre rapport à l'inconnu et au changement. Parce que pourquoi on est réticent à faire des changements dans nos vies, changer de partenaire, de job, de lieu, etc., etc. Parce que souvent, on se concentre sur ce qu'on perd. On se concentre sur ce qu'on doit laisser derrière nous et on est là à chouiner de « Oh mon Dieu, j'aurais plus jamais ça, alors qu'en réalité, non, t'auras plus jamais ça, mais parce que peut-être que t'auras vachement mieux. Et donc là, ça permet vraiment de reprogrammer nos cerveaux sur le fait que inconnu n'est pas forcément égal à gros flip de l'espace. Inconnu est aussi égal à découverte, excitation, le petit crépitement dont je parlais, surprise et aussi nouveau potentiel.
Et on a la petite métaphore de Salamèche qui me vient comme ça. Nouveau potentiel, c'est-à-dire que à partir du moment où je prends conscience que ok, j'ai fait la transition et maintenant je suis drac au feu, et ben j'ai quand même vachement plus Alors quand je dis de potentiel, c'est de la puissance, mais c'est pas de la puissance dans le sens prendre le pouvoir sur quelque chose. C'est juste waouh, je peux faire vachement plus de trucs en fait. Je peux comprendre vachement plus de trucs et donc je peux aussi aller explorer vachement plus de territoires. Et alors, les Pokéfans, arrêtez-moi si je me trompe, mais Salamèche ne peut pas voler, alors que Dracofeu, oui, il me semble. Non? Il n'a pas des petites ailes? Je sais plus. Ou alors c'est quand il devient Léviathan ou je sais pas quoi. Je vous perds, et moi aussi. Ok, bref. Donc voilà, ça permet vraiment d'imprégner ces transitions. Et donc, si j'imprègne cette transition, je sais que, j'ai de nouveaux outils dans ma boîte à outils. Ok? What else? Ouais, et donc je disais, ça fait aussi référence, alors pour ceux qui ont déjà bossé avec moi, ça fait référence aussi à la tribu intérieure. Toutes ces petites parts de nous, qu'on n'écoute pas forcément parce que nous on a décidé qu'il y a certaines parties qui sont cool et d'autres qui sont moins cool. Et donc je vais prendre un exemple que je prends souvent en accompagnement. Moi j'ai une partie Kaiser qui est assez impitoyable, plutôt intolérante et plutôt hyper contrôlante. Donc on pourrait se dire, en fait, le Kaiser, c'est voilà, je culpabilise d'être un Kaiser, c'est pas bien, il faut être gentil, il faut être sympa, il faut être tolérant, nanani nanana. Oui. Et en fait, parfois, quand vous avez affaire à d'autres Kaisers, à des gens qui sont hyper contrôlants, intolérants, etc., pour défendre mon point de vue, je vais pas aller appeler mon Gandhi intérieur en fait, je vais aller appeler mon Kaiser, tu sors les armes, je sors les armes en fait. Et de la même façon, c'est aussi mon Kaiser intérieur qui me permet d'être organisé, de structurer, de mettre des objectifs et de ne pas les lâcher, etc. Donc cette partie de moi que je pouvais voir comme étant un peu chiante, parce que ça fait de moi quelqu'un d'exigeante, parfois d'intransigeante, etc. Ça fait aussi de moi quelqu'un d'efficace, quelqu'un de dédié aussi. C'est-à-dire que quand je m'engage envers quelque chose ou envers quelqu'un, en fait, vous pouvez compter sur moi, je ne vais pas lâcher. Parce que justement, il y a ce Kaiser. Et donc, dans cette tribu intérieure, ça permet de voir que on est en train de laisser émerger une nouvelle partie de nous, alors qui n'est pas apparue comme ça par magie, hein. C'est souvent des parties de nous qu'on avait un petit peu, enfouies parce que d'autres parties avaient pris le lead. Et donc là, ça permet cette nouveauté qui s'exprime à l'extérieur de nous, à travers une nouvelle personne, un nouveau lieu, un nouveau job, etc. Ça vient aussi nous montrer qu'il y a une nouvelle partie de nous qui a émergé, qui peut prendre la parole et donc qui va nous amener à explorer d'autres chemins. Je trouve ça très beau et très poétique, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a quelque chose de très poétique. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que cette nouvelle partie de nous qui émerge et le fait d'embrasser l'inconnu, ou d'embrasser un inconnu pour certains. En fait, ce que nous, on considère comme l'inconnu égale le danger, et dans inconnu égale danger, il y a aussi l'étranger en tant que chose et aussi l'étranger en tant que personne. Presque instinctivement, ce que je connais pas me fait flipper. Et là, on est en train de modifier ça. Ce que je connais pas, je vais aller voir, je vais découvrir, et ça va m'enrichir. Et donc, ça permet de restructurer un peu nos schémas de pensée. L'inconnu enrichit mon monde. Parce que si c'est inconnu, ça va éveiller une nouvelle partie de moi. Et donc, plus il y a de parties de moi qui s'éveillent, plus mon monde, en fait, s'agrandit et plus mon monde s'enrichit. Avec évidemment le double sens qu'il y a par rapport au monde intérieur et au monde, les gens. Je vous laisse faire vos petits raccords.
Dernier point, vous pouvez avoir des intuitions plus fortes que d'habitude. Bon, en général, si vous êtes là à me regarder, c'est que vous avez de l'intuition. Et il va y avoir, voilà, sur cette semaine, il peut y avoir des trucs un petit peu plus forts que d'habitude. Donc, il peut y avoir aussi des reconnexions d'âme, c'est-à-dire que soit des gens qui reviennent dans votre vie, soit des gens que vous rencontrez et il y a un truc où vous vous dites « putain, c'est ouf, j'ai l'impression que je le connais déjà ou que je la connais déjà ». Donc, il peut y avoir ce genre de truc. Parenthèse, c'est pas parce qu'on a une reconnexion d'âme que c'est forcément the story of my life, ok? Les reconnexions d'âme, ça peut aussi être avec, je sais pas moi, des collègues, des inconnus, en tout cas c'est des gens qui rentrent dans notre vie pour nous aider à passer un niveau, à débloquer quelque chose, à comprendre quelque chose. C'est des connexions qui sont très fortes, ça ne veut pas forcément dire que ça va durer toute la vie, ok? Pas d'amalgame là-dessus. Donc intuition très forte, vous pouvez avoir des présages, vous pouvez avoir des rêves plus, j'allais dire plus consistants, mais ouais, plus qui vous imprègnent plus que d'habitude. Vous pouvez avoir aussi des petits, au moment où je vous parle, je les ai, des petits frissons qui viennent vous confirmer qu'il se passe un truc. C'est pas forcément parce qu'il y a un courant d'air, hein. Là, présentement, il n'y a pas de courant d'air, donc s'il y a un petit frisson, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tout ça, en fait, cette intuition, elle vient aussi vous montrer les différents points que j'ai abordés avant sur ce côté observation. Comme on accepte de se lâcher la grappe, comme on accepte de lâcher prise, on est en mode so be it, advienne que pourra, et ben du coup, on arrête de vouloir tout comprendre et juste on observe ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'observe plutôt que de vouloir comprendre, ça ouvre la voie à l'intuition. Le champ est libre pour l'intuition. Ça peut être intéressant, si ça vous parle, de noter justement vos intuitions, vos ressentis, vos pressentiments. Et ça peut être pour vous, ça peut être aussi intéressant de le faire pour les autres, j'en sais rien. Vous discutez avec quelqu'un qui vous parle peut-être justement de son nouveau crush ou de son nouveau job ou je sais pas quoi, et vous sentez quelque chose, je suis pas sûre que ça va se faire, ou au contraire, putain, je le sens bien son truc. Vous osez pas forcément lui dire, et le but c'est pas forcément de faire des prédictions et des paris à tout va, mais par contre ça peut être intéressant de vous le noter en fait quelque part, et puis vous verrez après en fait si votre intuition elle était juste ou pas. Ça peut être intéressant de noter vos rêves aussi, et c'est pareil en fait, de noter les rêves mais comme ça vous vient, et de ne pas forcément chercher à les interpréter ou à les comprendre dans la foulée, juste les noter. Laisser passer un jour, 2 jours, peut-être une semaine, et revenir dessus après. Parce que c'est pareil, si je les note et que j'essaye de tout décortiquer, en fait, je suis dans observation et je reviens tout de suite dans la compréhension, alors que là, il y a besoin de laisser se faire l'observation pour que l'intuition puisse aussi se développer. Et puis évidemment, on continue de checker les signes, ça c'est un petit peu la base. Ouais, et le dernier message en fait, c'est le message de la fin. C'est un petit message que je canalise par écrit. Je ne l'avais pas prévu par écrit, mais voilà, c'est venu comme ça, donc je vais vous le lire. Vos peines ont fait couler l'eau nécessaire à l'éclosion d'une nouvelle graine. Les chagrins emportent avec eux les jours heureux pour que de nouveaux puissent éclore. Ne vous accrochez pas aux nuages, vous ne le faites pas en vrai. Sans fuir la pluie, faites toujours confiance au retour du soleil et du ciel bleu. La vie a tellement à vous apprendre. Observez la nature et vous en apprendrez tout autant sur vous-même. Lire la nature, c'est lire son âme, car toute création est liée au tout. Tout communique et interagit. Tout est un, tout est uni, tout est unique, et vous aussi. Oui, je suis émue. Oui, j'ai fait une petite pause parce qu'en fait, donc quand on m'a écrit « Ne vous accrochez pas aux nuages, vous ne le faites pas en vrai ». Non, en fait, quand il pleut ou quand il fait un temps de chacal, on se dit pas « Ah, cool, pourvu que ça dure ». Donc en fait, pourquoi on s'accroche à nos chagrins? Pourquoi on s'accroche aux choses qui nous font de la peine? Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire, et c'est ça qu'on nous dit après, s'enfuir la pluie, c'est-à-dire
l'idée, c'est pas de fuir nos chagrins, c'est pas de fuir nos émotions quand elles sont douloureuses. Il faut juste les laisser passer comme on laisse passer la pluie, comme on laisse passer les nuages. Et quand j'ai noté aussi voilà, le retour du soleil et du ciel bleu, j'ai marqué émotion, ok, c'est-à-dire que après la pluie, le beau temps. Et en fait, si vous voulez, le message aussi derrière tout ça, c'est que notre état naturel, on va dire, notre état... je ne vais pas dire normal, parce que c'est pas une question de normal, pas normal, etc. Mais notre état, on va dire, naturel, c'est le ciel bleu. Et d'ailleurs, on le dit, en fait, c'est très météorologique comme truc, mais quand on regarde la météo, voilà, la base, le canevas de base, on va dire, c'est le ciel bleu, et il y a des perturbations. Des nuages, de la pluie, anticyclone, dépression, nanani, nanana. Mais le canevas de base, c'est le ciel bleu. Et en fait... Après la pluie, le beau temps et le ciel bleu, c'est aussi, on laisse passer nos chagrins et nos émotions vont revenir à un état stable. Notre émotion, notre monde intérieur, etc. revient à un état stable. Ça ne veut pas dire que c'est la grosse stuff, hein, mais on retrouve quelque chose de stable. Et comment on peut avoir ce truc-là? En laissant passer la pluie et les nuages. 26, ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Complément de tout ça. Alors, attendez, je vais juste préciser. Ouais, ok. C'était bien deux messages différents. Donc, il peut y avoir certains d'entre vous qui doutent en ce moment un peu de la fidélité de quelqu'un. C'est pas forcément dans une relation, dans une love story. Ça peut être aussi du fait de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Peut-être parce que, alors, ce que je vous dis, ce qui me vient, hein, si ça vous parle pas, vous laissez. En gros, on peut douter de quelqu'un, de la confiance qu'on peut accorder à quelqu'un, parce que cette personne-là peut être, alors, et ça peut être une personne, ça peut être aussi un projet. En gros, c'est trop beau pour être vrai. Ou c'est trop gentil pour être honnête. Il y a un truc un petit peu comme ça. Et donc là, en fait, on vient vous dire que s'il y a ce truc-là, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop honnête pour être, c'est trop sympa pour être honnête. En fait, allez-y. Vous pouvez quand même faire confiance à cette personne ou à ce projet, etc., etc. C'est juste un, comment dire, si c'était lié. En gros, je comprenais pas pourquoi j'avais la carte de la fidélité. Hop, là, et la carte de la persécution. En fait, c'est ça. C'est que, et par-dessus, j'ai la carte de la protection. Oui, je sais, ça n'a pas de sens, mais pour moi, ça en a. Donc, pourquoi on a ce truc de « c'est trop beau pour être vrai » Parce qu'on retombe dans nos vieux schémas, en fait. On s'est fait avoir avant, donc on n'a plus envie de se faire avoir, donc on n'est pas en vigilance, on est en hyper-vigilance. Et donc, on voit le mal partout, alors que, oui, il y en a, on va pas se mentir, mais il n'est pas forcément partout. Et donc, vous pouvez y aller parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il y a quelque chose de... Voilà, vous ne risquez rien, en gros. Mais il peut y avoir ce truc de oh, « j'ai envie d'y aller, en fait, oula, c'est trop beau pour être vrai, vas-y quand même ». Encore une fois, hein, si ça match avec ce que vous vivez en ce moment, quelques temps avant ou dans les jours, dans les semaines qui viennent, vous prenez. Sinon, salut, c'est que c'est pas pour vous et c'est ok. Le deuxième point, on est encore pas mal dans des schémas, en fait, et c'est peut-être en complément de ce que je vous disais sur la prise de conscience de schémas qu'on peut avoir. En gros, on a la carte de la superstition avec une petite taupe. Donc la taupe, en tout cas pour moi, elle symbolise Gilbert Montagnier, le fait de ne pas voir les choses, même si la taupe voit très bien dans l'obscurité, il me semble.
Mais donc là, pour moi, il y a quelque chose en fait qui vient mettre l'accent, qui vient mettre le doigt sur nos croyances en fait. Là pour moi, le terme superstition ne parle pas forcément de superstition de il faut pas passer sous une échelle, etc., etc. Et encore que c'est drôle parce que je ne sais pas si vous suivez la newsletter de Arnaud Rioux, et cette semaine, lundi, là justement, il a parlé sa newsletter et sa vidéo, parce qu'il y a toujours une newsletter et une vidéo qui sort en même temps sur YouTube. Il parlait justement des superstitions et de pourquoi on passe pas sous une échelle, etc. Et que nous, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière automatique sans même se demander pourquoi on fait ça, alors qu'en fait ça a une symbolique, ça a une signification. Bref, je reviens. Donc, pour moi, ça parle pas forcément de superstition, encore que ça pourrait être intéressant de se poser la question quand on fait un truc automatiquement de à quoi ça fait référence, quelle est la symbolique derrière ce truc-là. Mais pour moi, la superstition là, elle parle plutôt de croyances et de croyances limitantes, parce qu'en gros, la superstition, si je vous fais le lien avec les croyances limitantes, c'est qu'une superstition, c'est que oh mon Dieu, si je fais ça, il va forcément se passer ça, ou si je ne fais pas ça, il va forcément se passer ça. Exemple typique, puisqu'il est juste après, je croise un chat noir, oh my god, il va me tomber un truc sur la gueule. En fait, pas forcément. Le chat noir, il parle aussi du monde caché, il parle aussi de l'intuition. C'est le familier des sorcières. Donc il y a quelque chose de très mystique dans le chat noir, de aussi un peu inconnu. Et donc on revient sur ce que je vous disais juste avant, inconnu égale danger. Pas forcément, inconnu égale aussi découverte. Et donc cette carte du Black Minou, c'est la carte de l'indépendance. Et donc c'est comme s'il fallait prendre donc son indépendance par rapport aux superstitions, c'est-à-dire qu'est-ce que j'alimente en fait comme croyance, à quoi je continue, je choisis de continuer à croire. Parce que, et alors, j'avais ce truc il faut surtout pas passer sous une échelle, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, en fait, je vais passer sous l'échelle et puis je vais voir ce qui se passe. Spoiler alerte, rien. Et je sais plus qui m'avait dit qu'en gros, la seule chose que tu risques en passant même sous un échafaudage, c'est de te prendre une tuile, mais une tuile littérale sur la tête. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on alimente comme croyance sans forcément s'en rendre compte ? Et à quel moment, dans quel domaine on peut reprendre notre indépendance par rapport à ça. Je suis désolée, la guidance est un peu décousue aujourd'hui, mais comment dire, ça me fait aussi penser à ce que je disais juste avant sur « c'est trop beau pour être vrai ». Ça, c'est une croyance. Et ça peut être une croyance limitante, parce que du coup, je vais me méfier de tout ce qui a l'air chouette. Alors des fois c'est justifié, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais parfois je passe à côté d'opportunités vraiment cool, juste parce que j'ai cette croyance de c'est trop beau pour être vrai. En fait, des fois, et je vous le dis souvent en guidance, des fois c'est beau et c'est vrai. Et c'est pour nous. Donc, on prend, en fait. Voilà, j'espère que vous arriverez à mettre tout ça en ordre et que c'était quand même clair. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, ciao ciao.